Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Media Ex Machina. Le sujet du jour, on va parler de son numérique, ou plutôt de comment numériser un son. Et la plupart des choses que l'on va voir aujourd'hui peuvent s'appliquer à peu près tous les signaux que l'on peut voir numériser. Le principe général de la numérisation d'un signal consiste à transformer un ensemble de variations d'un phénomène, ici électrique, que l'on peut considérer comme analogique, en une succession de données numériques, un ensemble de nombres quoi. Avec des nombres, on peut faire des calculs, et ça c'est chouette, mais les nombres, on peut aussi les conserver sans les perdre, comme tout ce qui est numérique d'ailleurs. La mesure régulière de ce signal va s'appeler l'échantillonnage. Ok, ça fait un mot avec plein de syllabes, mais c'est surtout pour dire que l'on va découper le signal en une succession de mesures faites régulièrement. Autrement dit, l'échantillonnage, ça consiste à effectuer des mesures très régulières d'un signal, en l'occurrence d'une tension électrique, pour la passer à un sous-système, qui lui va la transformer en une série de valeurs numériques. Ce rythme de mesure s'appelle la fréquence d'échantillonnage. Vous avez déjà sûrement croisé les valeurs de 44,1 ou de 48 kHz, c'est justement de ça dont on parle, et on va voir après pourquoi. Cette valeur est très importante parce qu'elle va déterminer la fréquence maximum que l'on va pouvoir numériser du signal. Ça s'appelle le théorème de Nyquist-Shannon, go Wikipédia si vous voulez en savoir plus sur les détails mathématiques. Cependant, il faut savoir que si les maths nous disent que la fréquence d'échantillonnage limite la fréquence maximum, mesurée dans le signal, ça veut surtout dire que si on dépasse cette fréquence, on va faire quelque chose de dégueulasse. La fréquence maximale que l'on peut numériser du signal est égale au maximum à la moitié de la fréquence d'échantillonnage. Mais quand je dis pas plus de la moitié, c'est très précis, et le très précis n'est jamais vraiment compatible avec le monde réel analogique. Donc ça veut dire que non seulement il va falloir filtrer les fréquences trop aiguës pour éviter d'avoir un signal qui va dépasser la fréquence maximale autorisée, mais en plus il va falloir bien le faire pour éviter d'abîmer le signal que l'on va numériser. Pour vous montrer un peu de quoi on parle, voici un schéma que l'on appelle une réponse en fréquence. On va faire un truc très simple juste pour expliquer. En horizontal vous avez la fréquence, et en vertical vous avez le gain du signal. Ici vous avez la fréquence d'échantillonnage que l'on va appliquer au signal pour la numériser. Là vous avez la moitié de la fréquence d'échantillonnage, c'est-à-dire la fréquence maximum que l'on peut récupérer du signal avant que l'on crée des parasites. Le signal lui peut donc se balader ici, mais il va falloir absolument appliquer un filtre que l'on appelle un passe-bas ou un coupeau c'est pareil, afin d'être sûr que rien ne dépasse cette fréquence maximum. Seulement le filtre lui va être un filtre analogique puisqu'on n'est pas encore en numérique. Et c'est très compliqué de savoir correctement filtrer un signal avec ce qu'on appelle une pente bien raide. Donc ça oui on sait faire, mais faire bien ça c'est beaucoup plus difficile. Alors juste pour info, qu'est-ce qui se passe si jamais on dépasse ? Eh ben on va faire un truc bizarre, le spectre du signal va repartir dans l'autre sens comme dans un miroir, et ça fait quelque chose d'absolument atroce puisqu'on récupère des signaux qui viennent de nulle part pour les recoller ailleurs dans notre signal. Ce problème s'appelle un repliement de spectre, aliasing en anglais. Bon sur ce coup-là je sais pas si j'étais bien clair. Le plus important à retenir surtout, c'est qu'il faut absolument filtrer avant d'attaquer une numérisation. Et que ce filtre est systématiquement mis dans les convertisseurs que vous utiliserez, et que parfois la qualité de ce filtre peut varier. Ok, on filtre, on échantillonne, et ensuite on fait quoi de ces valeurs ? Eh bien on les quantifie. Rien de bien sorcier ici, il va s'agir de leur coller une valeur numérique, donc de les poser sur une échelle qui a une résolution d'un certain nombre de bits. Le principe est très simple. Vous avez une quantification faite sur 8 bits, 2 puissance 8 égale 256, et bien vous avez donc une échelle de 256 valeurs différentes pour numériser vos échantillons. Si c'est sur 16 bits, 65 536, etc. La quantification après l'échantillonnage est le second paramètre le plus important quand on numérise un signal. Pourquoi ? Parce que plus on aura de valeurs différentes possibles pour numériser un signal, plus on augmentera ce qu'on appelle le rapport signal sur bruit. Alors ce truc là j'en ai pas encore parlé, on va faire un tour rapide, on en reparlera plus tard dans une autre vidéo. Encore un petit schéma avec une échelle. En haut c'est le signal le plus fort que vous pourrez jamais récupérer, et en bas c'est donc le signal le plus faible qui puisse être mesuré, soit potentiellement le bruit. Quel bruit ? Eh bien ça peut être de l'agitation thermique, un signal induit d'une alimentation électrique, un composant défectueux, des rayons cosmiques, bref on n'en veut pas. On a donc notre information dans notre signal qui va se balader de haut en bas. Si c'est trop fort, on ne pourra pas le distinguer du maximum, c'est une saturation. Et si c'est trop faible, on ne pourra pas le distinguer du bruit. Donc plus notre échelle de quantification est graduée, plus facilement on pourra être capable d'avoir un signal que l'on puisse séparer plus précisément du bruit. Au moment où on voudra le reproduire pour le repasser dans un monde analogique, et pouvoir par exemple écouter pour du son, plus on voudra être capable d'arriver à reconstituer proprement le signal d'origine et pas juste un ensemble de marches d'escalier. D'ailleurs ces marches d'escalier, quand elles sont audibles, ça s'appelle un bruit de quantification. C'est pas ce qu'on souhaite non plus. Alors un rapport signal sur le bruit, c'est un rapport, donc une division sans unité. C'est chouette parce que justement on a les décibels pour ça. On peut en effet considérer qu'un rapport signal sur bruit d'une quantification de 8 bits, c'est à peu près une cinquantaine de décibels. On approche de 100 décibels pour du 16 bits et pas loin de 150 décibels pour du 24 bits. Tout ça bien sûr se calcule très précisément, simplement ça dépend du signal que l'on injecte dedans. Quant aux valeurs que j'ai données à l'instant et qui sont quand même plutôt assez élevées, elles le sont surtout pour des sinusoïdes, donc pas du tout pour des vrais signaux que l'on utilise au quotidien.
Là, le rapport signal sur bruit sera plus faible. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'une quantification sur 8 bits est bien inférieure à nos capacités d'écoute. Une quantification sur 16 bits est vraiment très proche de ce que l'on peut entendre, en tout cas avec un système de son de grande qualité, et le 24 bits dépasse largement nos capacités de nos oreilles et des systèmes de reproduction audio. Mais ça, c'est un sujet que l'on reverra une autre fois. Tout cela peut avoir des petits ratés, notamment des clics. C'est juste que ça peut arriver que certains échantillons ne passent pas correctement dans la quantification et donc se prennent la valeur minimum ou maximum qui se traduit par un léger clic audio. Ça par contre c'est une vraie plaie quand on veut faire des enregistrements de qualité. Un petit peu de terminologie maintenant. Un convertisseur analogique numérique prend donc un signal analogique pour en faire un signal numérique. Il est marqué CAN en français ou DAC en anglais. Son némésis, le convertisseur numérique analogique, CNA ou ADC en anglais, lui repart d'un signal numérique pour en faire un signal analogique. Dans ce sens-là, il existe différentes façons de faire cette opération, et souvent en miroir de la façon dont on fait la numérisation d'ailleurs. Je ne m'étendrai pas plus, là aussi vous trouverez plein d'informations en ligne sur le sujet. Bon, maintenant qu'on a évacué toute la partie théorique, eh bien on va faire un petit tour sur 3 termes que l'on rencontre parfois, mais je vais les passer vite ici. Il arrive que l'on parle de conversion de fréquence d'échantillonnage, sample rate conversion. Ça consiste, pour un signal numérique, à changer de fréquence d'échantillonnage. Bon alors c'est une opération un peu lourde mathématiquement, c'est très théorique, et aujourd'hui nous avons la chance avec nos technologies modernes et nos puces en silicium très rapides de pouvoir faire cette opération instantanément. Dans l'idée, il faut que la fréquence d'échantillonnage que l'on paramètre au moment de numériser soit la plus cohérente possible avec ce que l'on veut faire derrière. Vers la fin de la vidéo, je vous reparlerai de quelques exemples et de quelques bonnes pratiques du métier. Plus largement, quand vous pensez fréquence d'échantillonnage, pensez fréquence d'image. Le principe est le même, vouloir changer après avoir échantillonné, c'est pas une bonne idée au final, on doit le faire que quand c'est indispensable. Gardez en tête que chaque conversion de fréquence d'échantillonnage abîmera votre signal, et que d'ailleurs l'augmenter de nouveau ne permettra pas de récupérer le signal qui existait avant, et c'est bien sûr la même chose pour les images. La modulation delta sigma, c'est pas mal du tout. Dans l'idée c'est simple, au lieu d'échantillonner un signal, on va mesurer sa dérivée. Autrement dit, on va numériser le mouvement du signal, en train de monter ou en train de descendre, et on va le faire à très haute fréquence, sur un seul bit. Alors pourquoi, comment, pareil, Wikipédia vous dira comment ça fonctionne. Au final, c'est plus performant, plus fiable et de fait très utilisé aujourd'hui, même si vous ne le voyez pas toujours, car en sortie on retrouve souvent du PCM. Oui, en fait, la méthode que je vous décrivais plus haut d'échantillonnage et de quantification sur plusieurs bits, ça s'appelle du PCM. Oui, tout simplement, c'est ça du PCM. Une modulation sur un ensemble de bits pulsés, échantillonnés quoi. C'est aussi un terme qui nous rappelle que l'on travaille bien depuis un signal d'origine qui n'a jamais eu de transformation autre que l'échantillonnage. Un autre terme que l'on rencontre très souvent aussi aujourd'hui, c'est le suréchantillonnage, oversampling en anglais. En fait, on fait 2 fois, 4 fois ou plus la fréquence d'échantillonnage. On numérise comme ça. Après, on redescend pour revenir à la fréquence d'échantillonnage que l'on voulait obtenir au départ. Pourquoi ? Parce que ça permet d'avoir un filtrage analogique plus doux, vu qu'on est moins limité par la fréquence maximum, et cela permet donc de faire ensuite, dans le monde numérique, un filtrage plus précis, avant de faire en sortie une conversion de fréquence d'échantillonnage vers la valeur demandée au départ. C'est pratique, fiable et sûr. Ah oui, histoire de tout vous dire, le delta sigma et le suréchantillonnage sont aussi utilisés en conversion numérique analogique, dans l'autre sens. Faites ce que vous voulez de cette info. Bon alors, après tout ce tabassage de théorie, un peu de pratique. Mais non, on va parler des normes. On aime tous ça. Le son du téléphone, quand on a commencé à le numériser, il avait une fréquence d'échantillonnage de 8 kHz. Puis 16 kHz assez rapidement parce qu'il faut pas déconner, 8 c'est pas assez. Certains signaux en vidéo et d'autres signaux en audio ont utilisé le double, du 32 kHz. C'est pas beaucoup mais c'est déjà mieux et exploitable. Le CD audio pour des raisons historiques assez casse-couilles utilise du 44,1 kHz. Et aujourd'hui c'est encore une norme de référence extrêmement utilisée en musique. La vidéo numérique, quand elle a besoin de son numérique, autrement dit tout le temps, va plutôt utiliser du 48 kHz, car on le divise plutôt bien avec les différentes fréquences d'image utilisées habituellement. On considère que tous les signaux que l'on peut entendre passeront sans problème dans du 44,1 et dans du 48. Pour des besoins techniques de post-production audio dont je reparlerai dans une autre vidéo, on peut continuer à augmenter les fréquences et faire le double du 44.1, 88,2, et le double de 48, 96 kHz. Après, il existe aussi des normes audiophiles où on peut encore prendre le double de ces deux-là, mais à moins de faire des programmes en ultrason pour les chauves-souris et les dauphins, je vois pas trop l'utilité. Oui, dans ce bas de monde, il y a des gens qui détestent les filtres passe-bas, ils se disent plus je monte en fréquence d'échantillonnage, moins mon filtre passe-bas sera utile, mais c'est une course sans fin, à la fin il faudra toujours l'utiliser. Pour les pratiques de quantification, c'est simple, 8 bits pour de la téléphonie, 16 pour le son de qualité traditionnelle, CD audio, Netflix, DVD, ce que vous voulez. Parfois 20 bits pour certains enregistreurs Sony, 24 bits pour l'audio numérique professionnel. Et les audiophiles aussi, chacun dépense ses sous comme il le veut. Et puis du 32 bits, mais le 32 bits c'est une autre histoire pour un autre jour. Maintenant, j'espère que le contenu de ce genre de boîte de dialogue ne vous fera plus peur. Vous êtes en terrain conquis. Bon allez, on approche de la fin de cette vidéo, quelques sujets ont été ouverts, on en reparlera à l'occasion. Il y aura aussi une suite à cette vidéo qui est prévue, je ne sais pas pour quand, dites-le moi dans les commentaires si vous êtes pressés, et cette suite parlera du Wave. Tellement de choses à dire.
Ah, et puis attendez que je vous parle du Dithering. Oh oui, lui, c'est pour bientôt. Vous ne voudriez pas manquer ça. Alors je pense que le plus simple, le plus raisonnable, c'est de vous abonner. Et aussi de partager ce merveilleux moment que vous venez de passer en regardant cette vidéo, en partageant cette vidéo. Allez, je me tais maintenant. Bonne journée sur Media Ex Machina.